Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Parlons-en hors série. Je vous explique dans quelques instants pourquoi. Je suis Olivia, votre animatrice sur GFM TV et plus précisément GFM Média. Vous pouvez retrouver tous nos contenus d'ailleurs sur www.gfm-media.fr. Je suis entourée d'une petite équipe, mais je vais d'abord commencer par Yannick, mon co-animateur du jour. Bonjour, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous sur cette émission Parlons-en. Je ne suis pas coutumier du fait, mais c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ta première Parlons-en aujourd'hui. Je suis un peu stressé du coup. J'ai autour de moi deux jeunes filles, Lauriane. Bonjour. Bonjour Lauriane. À tous. Et j'ai aussi Ma. Bonjour tout le monde. Merci les filles d'être avec nous aujourd'hui, mais vous n'êtes pas que deux, et Yannick, si, j'allais dire vous n'étiez pas en minorité, si quand même, mais on a un autre garçon, c'est Jonathan. Bonjour. Salut Jonathan. Alors pourquoi c'est hors série? Parce que du coup tous ces jeunes que nous avons autour de nous, c'est leur première émission. Ils ont travaillé très dur pour, j'espère, hein, enfin je crois. Devenir des futurs stars de la télé. Voilà, exactement. Donc ils ont travaillé très dur cette émission pour vous proposer un contenu de qualité que j'espère vous saurez apprécié à sa juste valeur. On va parler d'énormément de sujets aujourd'hui. On va parler de voyage, de gastronomie, parce que quand même on aime bien manger, de bien-être, de parentalité et même d'informatique. Comme je vous le disais, le bien-être c'est hyper important pour moi, de vous faire découvrir des thérapies, des médecines alternatives. Et aujourd'hui je n'ai pas de thérapeute à côté de moi, sauf si Yannick veut prendre sa casquette de médecin, mais je ne crois pas. Yannick est un caméléon. Yannick sait tout faire, il n'y a pas de souci. Yannick peut même régler les soucis, les petits tics de langage. Je découvre avec plaisir qu'Olivia a toujours son tic de langage, de E. Eh ben oui, excuse-moi, je vais travailler dessus. Maintenant que tu me l'as dit, je vais... Ça va aller. Tu vas t'en apercevoir maintenant. Qu'à ça. On va parler du coup de sylvothérapie. Alors, est-ce que vous savez, autour de moi, ce que c'est la sylvothérapie ou pas du tout? Non, pas forcément. Yannick, oui. Parce Yannick sait ce que c'est la sylvothérapie. Yannick a une culture générale exceptionnelle, bien entendu. Exactement, mais pourquoi je t'ai invité aujourd'hui? Donc, la sylvothérapie, c'est l'art d'enlacer les arbres. Ce sont des bains de forêt, c'est la thérapie par l'arbre. Pour que ce soit plus simple et se mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous lance une petite vidéo d'une petite minute et puis on revient juste après pour en parler. Je serre l'arbre, j'essaie de sentir au maximum les odeurs, sa présence. On sent une force folle, quoi, majestueuse. Cette vidéo, même si les recherches et études actuelles ne permettent pas de vérifier avec exactitude les effets sur l'homme, il est quand même dit que la sylvothérapie réduirait le stress, augmenterait la créativité, ça aiderait à lutter contre la dépression et ça favoriserait le système immunitaire et ça ferait même diminuer la tension nerveuse. Vous pouvez tout à fait faire de la sylvothérapie vous-même. On pourrait l'assimiler à une promenade en forêt, mais je pense que ça va quand même un petit peu plus loin. Il est conseillé de vraiment travailler sur sa respiration, de même se promener pieds nus. Alors si vous avez un sentier plein de cailloux, évitez, parce que le but c'est d'être en contact avec notamment les feuilles. Alors peut-être il y a des saisons qui s'y prêtent plus que d'autres, hein. Par exemple l'automne, mais vous pouvez quand même aller vous promener en forêt tout le reste de l'année. Et je pense que c'est vraiment une expérience à vivre, de se promener et de le vivre en toute conscience.
Je pense qu'il y a aussi peut-être de meilleurs endroits que d'autres pour le faire. Voilà, il y a des reportages qui montrent par exemple la forêt de Fontainebleau qui est immensément grande et peut-être que pour une première fois, c'est mieux de se faire accompagner par un sylvothérapeute, quelqu'un dont c'est le métier, parce que en général, il ne vous prend pas juste par la main pour se promener avec lui, mais il y a vraiment toute une formation, plein d'informations pour vous expliquer ce que vous êtes en train de vivre, et notamment des exercices jusqu'à le fameux enlacement d'arbres. Oui, parce qu'il faut savoir quel arbre enlacer. Il ne faut pas enlacer les arbres avec des épines, par exemple. Alors, voilà, on est convaincu ou on l'est pas. Moi, j'ai relevé quelques petits témoignages de personnes qui, avec un sylvothérapeute, ont vécu cette expérience. Donc, il y en a qui disent « L'arbre m'a raconté une histoire. Il m'a raconté son histoire, même si je ne le voyais pas. J'arrivais à le comprendre rien qu'en le touchant. Il m'a rassuré. » On a encore « Je n'avais pas envie de retirer le foulard, parce que je pense qu'ils le font... avec les yeux bandés. Je voulais rester avec lui encore longtemps, je me sentais très bien. Comme une appréhension d'enlever mes mains de l'arbre et de retirer le foulard, il y a une différence entre ce qu'on ressent et ce qu'on voit réellement. J'avais l'appréhension de gâcher le ressenti. Et enfin, on est en totale osmose avec la nature. Le seul bruit que l'on perçoit est celui des êtres qui vivent dans la forêt. Le calme qui règne est apaisant. On peut se reconstruire et balayer les pensées négatives de son esprit. Est-ce que je vous ai convaincu avec ma sylvothérapie ce week-end? Vous allez essayer ou pas? Ça va. Enlacer les arbres, c'est quelque chose de naturel chez moi. J'enlace Tous les très jours. régulièrement les arbres. Dès que je vois un arbre, non mais pour être très sérieux, dès que je passe à côté d'un arbre qui me plaît, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le fait de ce qui n'est pas dit là, mais il y a aussi le fait de se sentir... d'avoir une attirance, je parle d'attirance La beauté de la nature. intellectuelle, De la nature. pour un arbre en particulier ou pour quelque chose de la nature. Donc moi je le fais, dès que je passe à côté d'un arbre, s'il me plaît pas, je le touche pas, s'il me plaît, je touche systématiquement. Alors je pensais que c'était un toc, mais visiblement c'est de la sylvothérapie. Jonathan, est-ce que c'est quelque chose qui te dirait d'essayer? Non, pas du tout. Voilà, C'est On clair. est clair. Moi, c'est net et précis. D'ailleurs, en parlant de Jonathan, je ne t'oublie pas parce qu'on passe tout de suite à ta chronique sur les droits de l'informatique. Jonathan, c'est à toi. Bonjour, je me présente, je suis Jonathan, je suis un jeune développeur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'informatique car je trouve que ça nous entoure beaucoup. On va dire que c'est très important pour nous, vu qu'on commence à être encore de plus en plus dans l'informatique et C'est tout vrai. ça. Ouais. Et voilà. Donc je vais vous parler des droits français actuels dans l'informatique et de ce qui est important à savoir quand même. Voilà. Donc, D'accord. donc au départ, j'aimerais bien vous parler surtout des droits du travail parce que ça peut être intéressant de savoir ce qu'on peut avoir sur le travail. Mhm. Et du coup, je vais vous parler des dossiers. On va dire qu'il y en a qui mettent des dossiers privés dans leur PC de travail. D'accord. Que leur patron Oui, je fournit. pense que ça arrive à tout le monde d'avoir un dossier qui ne concerne en rien notre travail. Personnellement, moi, j'en mets pas. Parce que, voilà. Après, ça peut arriver si on prend notre PC personnel pour travailler. Mais Mm. normalement, c'est personnel. Ouais. Donc, Ouais, un patron n'a pas à regarder ce qu'il y a sur le PC personnel. Tout à fait. Mais normalement, il faut savoir que si le patron vous a fourni un PC que pour le travail, Mhm. il est présumé professionnel et donc tous les dossiers normalement sont présumés professionnels. Du coup, il peut checker, sauf s'il y a une mention de C'est personnel écrit, ou d'accord. confidentiel, tout ça. Ok. Ah, donc, si dans le dossier, dans l'ordinateur professionnel, il y a un dossier marqué privé ou personnel, l'employeur n'a pas le droit de regarder ce dossier. Sauf en cas de force majeure, par exemple un risque informatique, on va dire. Oui, bien sûr, virus, tout ça. Tout à fait. Ok, c'est bien à savoir ça. Oui. Tout à fait. Et du coup, on va dire que... je sais plus que c'est... Alors, est-ce qu'après, il y a d'autres droits en informatique qu'il est intéressant pour nous de savoir? Oui, il y a d'autres droits. Par exemple, il faut savoir que la vie privée, c'est aussi par rapport aux messageries. Oui. On va dire que les messageries personnelles et tout ça... Donc, on parle vraiment des mails. Hein.
Oui, des mails et Ouais. tout ça. Il faut aussi faire pareil. Il faut dire que si c'est sur un PC professionnel, il faut dire que c'est privé. Mhm. Sinon voilà. Il faut savoir que si on donne le droit d'accès à un collègue du bureau, comme ça perd son caractère privé. D'accord. Donc si on a besoin que quelqu'un, un collègue regarde un mail et qu'on lui donne nos accès, après on pourra plus plaindre s'il se passe quelque chose. Les conversations privées, les conversations passées, Oui. futures et présentes seront plus à caractère, privé. Privé. Sauf si Ok. on a vraiment mentionné que c'est privé. C'est le cas d'une personne qui travaillait chez Accor en 2009. Mhm. Il s'est fait licencier parce qu'il avait donné son compte à un collègue. Ouais. Et le collègue a vu qu'il y avait des messages méprisants, insultants envers ses patrons et D'accord. envers ses collègues et tout ça. Il disait du mal et tout ça. Hmm. Et il a essayé d'avoir un dédommagement pour son licenciement. Ouais. Et il n'a pas été retenu vu qu'il a donné Accès. donné et l'accès, du donc coup, c'était plus privé. C'était plus privé. D'accord, ok, très intéressant. Est-ce qu'il y avait une autre mention, quelque chose d'autre qu'on devait savoir sur du le droit. coup, c'est pareil sur les espaces de forum, tout ça sur internet, il faut faire attention parce qu'en fait ça c'est public. On va Ouais. dire. Si on met ça sur un réseau social, il y en a plein des gens qui insultent leur patron sur les réseaux sociaux et ils font pas ça en conversation privée mais sur des murs et tout ça. Ouais, C'est vrai. c'est plus très. Ouais. Et Plus du coup, privé, oui, tout à fait. on en voit plein passer qui disent voilà. Mhm. On va dire la CNIL permet de nous informer sur les droits, c'est la Commission nationale informatique et des libertés. Mhm. Et du coup, ils nous informent sur tous nos données qu'on laisse sur Internet, on va dire tous nos droits sur les données sur Internet. Très bien. Et donc on a le droit de effacer nos données si on a envie, on a le droit de les rectifier, on a le droit aussi de les geler. Ça veut Mhm. dire qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser nos données s'il n'y a pas d'accord conditionnel avec D'accord. l'organisme. Et aussi, si la CNIL sert aussi on peut déposer plainte, on va dire. Très bien. Auprès de il y a la commission Nationale informatique informatique et liberté. et des libertés. Ok, très bien. Merci beaucoup Jonathan. C'était super intéressant Ouais, parce que c'est c'est vrai intéressant. qu'on est toujours sur nos portables, nos ordinateurs, ça nous entoure et en fait, mais comme souvent, on n'est pas forcément au courant de nos droits. C'est sûr. Souvent, on est au courant de nos devoirs dans notre société, mais nos droits pas trop. Donc, non, très très intéressant. Merci beaucoup encore Jonathan pour cette chronique. Puis il y a cette fameuse phrase qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais quand vous regardez le code pénal, c'est un pavé de plusieurs centaines de pages avec des articles plus petits qu'il faut lire à la loupe. Donc c'est pas forcément évident, donc on ignore tous globalement la C'est loi. vrai. On connaît des choses, mais les avocats, quand ils veulent Ils disent pas tout. défendre un client, ils vont ouvrir le code pénal en fait. Oui, Ils oui, vont oui. dire. Oui, bien sûr, c'est compliqué de tout connaître par cœur. Merci beaucoup. C'est déjà l'heure de faire une petite page de pub. On revient juste après. Restez avec nous sur GFM TV.
Nous sommes de retour dans Parlons-en. Je suis toujours en compagnie de ma fine équipe avec Tout à fait. Yannick. On a appris beaucoup de choses sur cette première partie. Nous avons Lauriane aussi avec Maha et on a Jonathan. Je voulais savoir sur ce plateau qui aime voyager. Bon, Moi. Lauriane, bon, voilà, j'aime C'est voyager. clair. Ceux qui aiment pas voyager. Écoute, je pense que franchement, Il y en a, je pense que ça ça existe. Ouais. Je pense que ça Ouais. existe. Ils sont Il y a des gens qui n'ont pas peut-être voyagé rares, mais... parce que peur de l'avion, peut-être. Bah, Dans les il y a- Oui, ouais. ou alors c'est pas forcément dans leur éducation. C'est pas leur zone. Et on leur a pas montré que c'était cool en fait de voyager. Jonathan, est-ce que tu aimes voyager? Perso, moi je suis plutôt casanier, mais j'aime bien Tu voyager vois, malgré ça tout. Malgré tout. Malgré tout. Mais c'est-à-dire que Jonathan voyage avec sa maison. Ah, mais c'est ça. Casanier, mais il transporte avec lui sa maison dont il voyage. Mais je n'ai pas de caravane. C'est une idée. ouais. Alors pour ceux qui ont voyagé, quel a été votre dernier voyage, Lauriane? Le Portugal. Le Portugal, ok. Exactement. Ma- Bah, moi, l'Italie, j'étais à Venise il y a 1 mois et demi. Ah bah excusez-nous. Ouais, bah, excusez-moi, Dit-elle avec un air, dit-elle avec un Il y a 1 mois et air demi. très honnête. Yannick? Mon dernier, je sais plus. Je voyage beaucoup, vous savez, dans les quatre coins de la France. Non, mon dernier voyage, je ne sais plus. Un pays du Maghreb, je ne sais plus quel était mon dernier voyage. Je pense que c'était l'Angleterre, pardon. Je pense que c'était l'Angleterre. Mon dernier voyage, c'était Il y a l'Angleterre. beaucoup de maghrébins aussi. Confondu. Possible. Il a fait un mix. J'étais dans un quartier, voilà, c'était, on l'appelait Rabat. Ok, d'accord. Vous C'est la avez capitale. Vous avez vu quand même que quand je vous parle de voyager, vous pensez tout de suite à l'étranger. Hein. Alors c'est vrai. que on peut aussi Ouais, voyager voyager en en France. France, Bah, moi, en j'ai même temps, dit c'est que un je beau voyageais pays, aux il y a quatre pas coins mal de la de... France. Je l'ai dit parce que je suis un caméléon, n'est-ce pas? Alors, mais tout à fait. Je ne posais pas cette question au hasard juste pour connaître vos lives, même si ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est parce que il y a quelqu'un autour de ce plateau qui va nous faire voyager, voilà, grâce à sa chronique. Et puis, si votre dernière excursion elle est loin ou la prochaine est loin, vous allez avoir un petit aperçu avec Lauriane qui nous présente sa chronique 1001 façons de voyager. Lauriane, c'est à toi. Effectivement, je vais vous présenter des petites façons de voyager seul, des tips, des conseils et quelques sites aussi qui peuvent être intéressants si vous n'êtes jamais parti seul. Pour le coup, les 3 sites, on va commencer par ça parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique et plus facile pour vous. On a 3 sites, donc on a un premier qui est les covoyageurs, donc c'est un site assez accessible, c'est plus un site, je vais pas trop m'élargir dessus parce que c'est un site je pense que vous pouvez voir vous-même. Il y a des bons plans au niveau des vols, des petits tips sur les budgets, des petites astuces, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite on a un deuxième site qui est quand même plus sympa et c'est un site qui s'appelle My Little Trip. Alors j'ai découvert grâce à Olivia, merci. Et c'est un site en fait où vous pouvez prendre des abonnements de 59 € à 99 € par mois et voyager tous les 4 mois. Donc en fait c'est des voyages surprises. Et avant ces voyages-là, ce qui est intéressant, c'est notamment de recevoir des petites box surprises, d'avoir le vol qui est déjà enregistré. Ça, c'est intéressant aussi. Sur place, vous avez une excursion, en fait. Ouais. Une excursion surprise. Et je pense que c'est assez bien organisé. Il y a eu des bons retours. Et franchement, je pense que même pour les familles, j'ai oublié de vous le préciser, mais je vous le redis là maintenant, les familles, vous pouvez faire un devis en fait en contactant par mail et vous aurez un devis au niveau de l'abonnement qu'il vous faut, peut-être pas tous les 4 mois sûrement, mais vous pouvez aller sur le site et vous verrez que c'est assez sympa. Après, il y a aussi une sécurité au niveau du rapatriement. Si vous avez un souci sur le coût et tout, vous pouvez être rapatrié. Et, apparemment, c'est assez bien organisé. Et puis les destinations sont plutôt pas mal. aussi, Ouais, il y a des destinations pas mal en Europe. Après, voilà, il faut aller sur le site, voir ce qui vous intéresse vous et surtout quel abonnement vous voulez. Il y a le solo, il y a le duo, il y a des abonnements one shot. Ça, c'est un peu plus détaillé. Donc, je vous conseille d'aller voir. Et c'est des abonnements qui sont un peu plus, on va dire, qui sont peut-être plus rentables au niveau solo, je pense.
mais qui peuvent être rentables à deux aussi, donc n'hésitez pas et puis faites-vous plaisir. Je pense que c'est un bon site. Et maintenant, je vais passer au troisième site qui m'intéresse le plus personnellement. C'est un site qui s'appelle Copines de voyage et en fait, c'est un site qui est 100% féminin. Donc, c'est un site pour les femmes qui veulent partir toutes seules ou que leurs copines elles sont pas disponibles pour partir et tout. Bah, franchement, vous pouvez aller sur le site. Il y a déjà plus de 26 000 personnes qui sont parties, donc faut le savoir que c'est quand même en grande expansion. Je pense que ça marche bien. Ouais. Ils ont un Insta et tout, donc c'est franchement bien fait. Il y a le lien du site, vous arrivez dessus et en fait, vous avez plus de 80 destinations. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Vous pouvez avoir des facilités, des modalités de paiement. Sachez que même si vous ne connaissez pas les gens avec qui vous partez, vous avez des discussions. Vous pouvez avoir des discussions avec eux sur le même groupe, vous choisissez une destination en amont en fait, hein, ouais. C'est ça. Okay. Vous choisissez une destination genre Portugal ou Lisbonne ou Algarve ou ce qu'on veut, ou Italie, Venise par exemple, et vous pouvez avoir une discussion. Après les groupes ça va quand même de 3 à 12 personnes, donc vous voyez en fonction de vous ce que vous voulez, mais de 3 à 12 personnes, voir si le groupe vous correspond, peut-être faire des affinités avant de partir même. Et il faut savoir aussi que les chambres sont partagées par deux. C'est pour faciliter, en fait, pour avoir pour que le coût soit moins cher au final du voyage, pour que ça baisse. Donc franchement, n'hésitez pas. Moi, perso, je trouve que c'est un bon site. Et en plus, il y a un hashtag. Les destinations, elles sont vraiment bien. Moi, j'ai vu rapidement, mais il y a la Laponie. Il y a des trucs, je pensais pas. Il y a vraiment des trucs hyper bien. Après, il y a même un guide et tout sur place, un guide français, un guide expert et tout. Donc, franchement, c'est pas mal. Moi, ce que je trouve assez intéressant dans l'idée, puisqu'en préparant cette émission, vous savez qu'on avait parlé de ce sujet, je me suis dit, est-ce que moi, je voudrais partir avec des gens que je ne connais pas? Et en fait, je trouve l'idée super intéressante en réalité, parce que je ne crois pas que ça soit fait que pour les personnes seules, hein, en réalité. Non, même ceux qui veulent partir, Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Tout ce qui crée du lien, de toute façon, moi, je trouve ça top. Bon, après, j'imagine que ça se finit en speed dating, souvent le truc. Bah, après, pas forcément. Pas forcément, je pense pas. Je pense pas. Là, sur ce site-là, Copines de voyage, c'est que pour les filles. Des filles, ouais. Ah bon, après, peut-être on peut faire. Après, je pense qu'on fait des belles rencontres aussi. Il y en a qui disent pas mal. J'ai regardé des avis sur le site, bien sûr, et elles disent pas mal en fait d'avis. Bon, soit des fois, bon, il peut y avoir un peu de négatif, mais c'est sûr que dans un groupe, je pense que parfois, on a toujours. T'entendre avec. Voilà, on a toujours plus d'affinité avec des gens et d'autres non, et il y en a qui sont revenus, elles sont meilleures amies ou machin, et c'est vraiment des gens qui étaient seuls à la base pour le coup. Alors même, je t'ai entendu dire qu'il y avait des guides, et tout le monde ce sont que des femmes, même les guides. Non, alors par contre, les guides, moi je me suis renseignée, les guides ça peut être des hommes aussi. Ça peut être des hommes, d'accord. Non, pour le coup, j'ai regardé, les guides c'est vraiment ceux qu'il y a sur place. En fait, c'est des francophones, mais après ils peuvent parler aussi dans la langue du pays. Mais pour le coup, non, ça peut être ça, c'est pas 100% des femmes au niveau des guides. Et puis moi je sais qu'il existe aussi des sites qui organisent des voyages de ce type aussi, mais pour des célibataires. Oui. Des gens qui sont. Moi je trouve ça génial. Honnêtement, je trouve ça top. C'est une bonne idée. Des choses qui créent du lien amical, des liens amicaux ou sentimentaux, peu importe. Moi je trouve ça top. C'est vraiment une très bonne idée, je trouve. Ouais, moi aussi je trouve, c'est pour ça que je disais justement que c'était un de mes sites que j'ai préféré présenter, en tout cas aujourd'hui, et je trouve que c'est celui qui peut peut-être correspondre au niveau des femmes. Souvent on a peur de partir seule aussi, bon, quand nos copines elles sont pas dispo, qu'est-ce qu'on se dit, on fait quoi? On va pas faire notre voyage. Ouais, c'est une bonne alternative. Ouais, mais voilà, et puis en plus il y a le hashtag aussi copines de voyage sur Insta, donc il faut le savoir, et comme ça vous pouvez poster vos photos et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et puis même quand on part en famille ou en couple en vacances, c'est très rare de revenir de vacances et de ne pas avoir fait une rencontre. Oui, c'est de ne vrai. pas avoir rencontré quelqu'un pendant des vacances avec qui on a sympathisé, avec qui on a discuté. Voilà, donc même en partant en couple, même en partant en famille, on arrive à faire des rencontres. Donc partir avec l'idée qu'on part seul sans être seul, et pas peur, c'est absolument génial. Après, je pense que c'est assez récent pour le coup, mais... J'avoue que j'ai pas la date de création, et puis après qu'est-ce qu'on appelle récent, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Lauriane, il me semble que tu avais aussi, puisque le sujet, en tout cas aujourd'hui c'est vraiment voyager seul, il me semble que tu avais des petits conseils justement pour voyager seul. Exactement, alors on a 6 conseils, donc on va commencer par le premier, c'est un conseil, on peut dire que certains peuvent penser que c'est bête, mais ce n'est pas bête. Ne pas réserver de siège quand on prend l'avion, quand on est seul, à part bien sûr si on a des soucis de santé et qu'on doit se mettre par exemple au niveau du couloir, etc. Bien sûr.
Mais en fait, souvent, on pense que sur les sites, c'est Obligatoire. obligatoire, Ah voilà. ouais, c'est bon. Et voilà, pour l'expérience, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'ai Son payé. porte-monnaie s'en souvient. mais- Voilà, non mais 50 balles Ah oui. le siège aller-retour, donc oui, je m'en souviens. Oui, parce qu'en fait, Pardon, attends, les- il y a une information importante. Oui, là. mais alors parce que tu sais, quand on voyage à deux, par exemple, on a quand même envie d'être à côté. On va côté, pas oui. laisser Après, faire j'ai une le petite hasard. info aussi pour quand on voyage à deux. Oui. Souvent, c'est automatiquement mis les sièges à côté, même si on ne réserve pas le siège. Voilà. Et ça, ils le disent pas. Voilà, donc. Donc alors en fait, c'est le fait de réserver nos sièges qui nous fait payer plus cher. Oui, parce que maintenant, Ouais. tout est en option. Donc, quand tu réserves ton billet d'avion, après, une fois que, enfin, avant de payer, tu as encore une page qui s'ouvre et qui te dit est-ce que vous voulez choisir vos sièges. Sauf Oui. que, en fait. Et tu vois pas le petit bouton ignorer en bas. Voilà. Et moi, je pensais que c'était obligatoire. Donc, Oh, quand tu es tout l'arnaque. seul, C'est ça. eh ben, c'est une très bonne information quand Ah, tu es je tout ne seul. savais Et ben, il pas faut du tout chercher le ignorer en taille Ou la 5. petite croix, là. Voilà. Ça dépend. Pour... Bah oui, parce qu'en fait, quand t'es tout seul, tu t'en moques de comment tu voyages ou à côté de qui. Oui, à part bien sûr les Et trucs surtout, tu fais des médicaux, économies, en fait. Et la différence, elle est importante en termes de tarifs. Ah bah Ça oui, dépend quand des même. compagnies, Il y a je des pense. vols où ça varie, les prix peuvent varier d'un siège à 9 euros, 17 euros, 25 euros, en Ouais. fonction du... Ça dépend ouais. de la compagnie, je pense. Ça dépend des Ouais. compagnies, mais le siège en général c'est au moins 10 euros. Ouais. Ou 9 euros. Oui, oui, oui. Je suis Le d'accord. moins cher, je crois que j'ai vu, c'était 5,90 euros. Moi, je crois que Sur- c'était sur- 8. Sur un voyage qui coûterait combien à la base, sur un trajet qui coûterait Moi, ma propre expérience, Ouais. mon voyage, il coûtait, 100 euros. C'était 100 euros aller-retour pour aller au Portugal. Donc en soi, c'est pas si cher que ça, hors D'accord. période. Et j'ai payé 50 balles le siège aller-retour. Donc moins 50% quasi. T'as dit 100 euros, c'est ça? J'ai payé 50 balles en plus, en fait, 150 euros au final, au lieu de 100 euros. Pour des sièges. Pour un siège. Parce que je pensais que c'était obligatoire. Voilà, ne faites pas Mais pareil que moi. Oui, j'étais toute seule. Ouais, L'économie est énorme. Voilà, ne faites pas ça. C'est ça. Ok, ok. Et du coup, le deuxième conseil, après c'est un conseil un petit peu plus, voilà, on va dire que tout le monde vous le dit en général, ou pas, ça dépend des gens, c'est avoir un budget. Que ce soit par jour ou par semaine, c'est à vous de voir combien de temps vous partez, mais après c'est bien de faire par jour si vous êtes seul en tout cas. Là on parle Ouais. vraiment des voyages seuls en Ouais. fait. Et si c'est un voyage seul, bah voilà, estimez à peu près combien vous voulez mettre au niveau de la nourriture, combien vous voulez mettre au niveau des sites à visiter, des sorties, des transports, parce que des fois quand on est tout Parce seul, qu'en fait, ça peut aller super vite. Hein, Ouais. En fonction du nombre de jours C'est où pour tu ça. pars, ouais. tu peux vite te retrouver avec plus rien les Ouais. derniers jours, quoi. Ouais, alors après on va passer au troisième conseil, donc là c'est plus un conseil que bon même moi je n'y aurais pas pensé pour le coup. C'est un conseil, c'est faire des ateliers cuisine en fait, parce que souvent quand on voyage seul, des fois on se fait des petits repas sur le truc, sur le pouce, ou on va au restaurant mais tout seul, et là c'est vraiment faire des ateliers cuisine avec des locaux, genre imaginons en Italie vous faites des pizzas, Ouais. c'est un peu, on va dire, on n'y pense pas, mais ça peut se faire. Et souvent, vous pouvez manger avec les personnes après. Donc ça fait un lien quand même, une communication, et puis vous vous sentez pas seul, et puis en général, c'est sympathique, c'est plutôt sympa à faire et tout. Tout à fait. Ensuite, on a le quatrième, qui est pratiquer la technique des petits pas. Alors, on va me dire, qu'est-ce que c'est des petits pas? De voyager Voilà. en faisant des tout petits pas. Voilà, on va faire de la randonnée, là, on va partir. On va partir Non, un an. non, les petits pas, c'est pas ça. Les petits pas, c'est en fait quand vous avez peur, par exemple, de partir tout seul, là je parle vraiment des gens qui ont des appréhensions, faire d'abord des week-ends en France, comme tu disais, des fois on oublie qu'on peut voyager en France, hein, quand on parle voyage, on part loin directement. Faire des petits week-ends en France, voilà, commencer par des week-ends, commencer par des zones qui sont pas très loin de chez vous, essayer de prendre le train. Se découvrir en fait même soi-même dans le train, découvrir les petites astuces déjà au début, et une fois que vous êtes à l'aise, vous élargissez la zone, tout simplement. Vous pouvez partir en Europe, même plus loin, faire 3-4 jours, même voir une semaine, voire 2, comment vous vous sentez. Après, c'est à vous de voir, mais c'est une bonne technique que moi je ne savais pas non plus. Donc voilà, c'est plutôt très bien à savoir. Ensuite, on a les groupes Facebook. Ouais. Plutôt logique. On n'y pense pas forcément parce que Facebook, c'est vrai, les gens ils oublient que des fois ça existe. Oui, Enfin, oui. Les jeunes en général, J'ai surtout. déjà eu une ado de 14 ans qui m'a dit Facebook ça existe encore. Oui, ça existe ouais. encore. Ouais, du coup, les groupes Facebook, alors on a les compagnons de voyage en fait. Et les compagnons de voyage, c'est plutôt un groupe où on a des petites astuces, des choses comme ça. Et on a aussi We Are Backpackers, ça c'est plutôt pour les femmes aussi. Et c'est un groupe, pareil, il y a des astuces, quand on part seul, quand vous partez... après peut-être même si vous partez à deux, je pense que c'est quand même utile. Mais quand on part seul, c'est bien d'avoir des petites infos. En plus, c'est mis à jour quand même. J'ai quand même été voir, hein, c'est mis à jour assez régulièrement. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir. Et le dernier, c'est avoir un plan de secours, un petit plan B.
Ouais. Parce que on sait jamais ce qui arrive, votre itinéraire, il y a un souci, il y a des grèves dans le pays où vous êtes, où on n'en sait rien, vous prenez un autre itinéraire, vous prévoyez des trains ou des horaires d'autres trains. Après, les cartes bleues, tout dépend de vous. Vous pouvez aussi prendre 2 cartes bleues pour être plus sûr. Après, il y a aussi les photocopies des papiers, parce que moi, je pense que c'est important. Même si vous avez tout sur le téléphone, sachez que le téléphone, demain, il peut se péter, demain, il peut tomber en panne, enfin, on n'en sait rien. Et moi, pour moi, perso, c'est toujours la valeur sûre d'avoir des papiers photocopiés ou des choses photocopiées. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est en effet quand on part à l'étranger surtout. Les réservations d'hôtel aussi, ouais. souvent ça arrivé, ou même à l'aéroport, maintenant vous avez les cartes d'embarquement souvent sur notre portefeuille de téléphone en fait. Ouais. Et les cartes d'embarquement, vous les passez, l'écran il se pète 2 secondes avant, votre carte elle passe plus, vaut mieux votre feuille. Ouais. C'est bête à dire, mais c'est logique en soi. Non, mais c'est en effet un très bon conseil. Ouais, et là on va passer plutôt du coup aux tips. Oui. Donc ce sont des petits conseils, enfin des petites astuces en fait. Ouais. Souvent c'est au niveau des valises, des cabines, voilà, parce que c'est ce qu'il y a de plus chiant quand on part. Faut le dire. On aime la faire, mais on n'aime pas la défaire. Ouais, c'est vrai. Et on n'aime pas la refaire pour partir. C'est ça. Et du coup on va passer au premier tips en fait. C'est un petit tips qui est sur TikTok en plus, donc accessible à tout le monde. Et c'est un TikTok brésilien, donc vous inquiétez pas, c'est écrit en portugais, mais c'est juste des petites astuces. Et là, c'est rangé à la verticale, donc je vous laisse regarder. Ok, donc du coup, le deuxième tips, donc le petit conseil, c'est prendre un sac de sport à la place des bagages cabine. Souvent, les compagnies, on en a entendu parler surtout au niveau de Ryanair, qu'il y avait des petits soucis parce qu'ils nous donnent des tailles de valises cabine, et en fait, quand on arrive souvent, la taille, ça passe pas ou machin. Et les sacs de sport, apparemment, donc surtout les sacs Kipsta et Decathlon, apparemment c'est ceux qui marchent le mieux. Vous avez plus de litres et vous pouvez mettre plus de vêtements dedans, donc en plus c'est assez malléable. Si on arrive à faire un peu d'espace, on peut le rentrer bien dans le, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, le truc pour mesurer les bagages cabine en fait. Tout à fait. Voilà, et du coup, c'est un petit tip comme ça, sympa à voir, et puis n'hésitez pas après à regarder, il y a souvent des vidéos aussi pareil sur TikTok, sur internet, prenez les infos. Et la dernière technique assez connue quand même, la technique Marie Kondo, donc c'est un roulage en fait de vêtements, et ça vous permet d'avoir un gain de place sur votre valise, donc je vous laisse regarder le... Voilà, donc après à vous de choisir en fait ce qui vous plaît le plus, que ce soit au niveau des conseils, au niveau des sites que j'ai donnés ou bien des tips, je vous laisse vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Après ça reste la vie de chacun, ça reste le voyage de chacun, donc on peut pas forcer les gens à écouter nos conseils en soi, mais c'est toujours bon à savoir et toujours bon à apprendre, et voilà, encore plus quand on est seul pour le coup. Et du coup, moi j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous donne envie en fait de voyager seul pour le coup? Jonathan. C'était très intéressant. Moi j'ai entendu aussi un autre conseil pour les bagages. On va dire qu'il y a Vinted. L'astuce de Vinted, c'est genre on met un truc pas cher à 1 euro et après on s'achète soi-même et on se met la destination où on veut le mettre. Ah oui. Apparemment, c'est un détournement de Vinted, mais voilà. J'en ai entendu parler aussi, et c'est pas très cher. Ouais, apparemment, les gens le font de plus en plus. Et ils s'envoient en fait leurs propres vêtements à l'étranger, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. Ok, je ne connais pas. Ok. Ouais, en fait, des vêtements à 1 euro, tu l'envoies à l'adresse où tu vas dans ton Airbnb ou peu importe. Dans l'hôtel. Et après, tu vas et tu le récupères. On sait pas si c'est légal en vrai, mais. Après, est-ce que c'est vraiment. Ouais, pour le coup. Est-ce que ça vaut réellement le coup après, pour le coup, tu le remets dans ta valise en partant. Il faut le vendre 10 centimes, ou alors tu te le renvoies à ta adresse. Ouais, ok. C'est une astuce comme une autre. Pour le coup, je sais pas. Mais non, j'en ai entendu parler aussi. Ouais, donc,
Est-ce que ça te donne envie de voyager seul, toi, Yannick? J'ai jamais trop voyagé seul, Moi non plus. mais en réalité, si ça devait être le cas, ouais. C'est des bonnes idées, c'est des bonnes astuces. Puis moi, j'ai un problème avec le rangement des valises. Moi aussi, c'est bon. Voilà. Mais moi, j'avais la petite technique, alors elle a plié, hein. Elle a fait un pliage, mais moi j'en roule. Hein. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, bah Après, oui. elle fait. Après, c'est ça, un- voilà, Après, chacun là, dans la fait sa vidéo, façon. c'est des pulls, hein, donc c'est assez gros quand Ouais. même. Hein, Mais c'est donc, vrai que ça fait gagner beaucoup Beaucoup, de ouais. place. Ouais. C'est ça. Donc ouais, c'est de bonnes astuces. Sinon, pour il y moi, a, en tout cas. il y a l'ancienne technique là, vous mettez un coup d'aspirateur là pour aspirer l'air. Oui, oui, oui. Oui, Mais ça, après, faut faire attention parce que t'en mets beaucoup, mais c'est lourd. Donc, si tu voyages à l'étranger, pour le coup, si tu prends Ouais. l'avion, c'est un piège parce que ça te laisse de la place, mais ça alourdit. Alors qu'en effet, si tu prends la voiture ou le train, là, pour le coup, mais ça, c'est une très bonne technique. Après, mais par il faut contre, avoir, ça peut peser, mais. Moi, j'ai l'impression que c'est une Super technique de vieux, je sais pas. Eh ben non, franchement, parce que- Technique de vieux. même Bah, pas. je sais pas, moi, il y a que mon grand-père qui me l'a dit quoi. Et je veux dire, il y a pas. C'est Non, pas. il existe des sacs spéciaux avec le trou pour l'aspirateur. Moi, Ouais. Mais au j'en ai final, ça vu pèse quand même, et, alors. Moi, j'ai jamais essayé, donc. Ça marche hyper bien. Mais du Non, en coup, fait, je c'est pense un que piège parce que tu peux en mettre beaucoup, et après, ta Et, valise, elle et pèse les vêtements, ils énormément. ressemblent à quoi quand ils sortent? Bah, aux vêtements que tu Non, avais mais je mis veux dire, dedans. non, Les mais vêtements que tu avais mis pas dedans. noir. La même couleur, la même Non, couleur. mais il faut. couleur, ouais. Voilà. Moi, je pense que ça réduit quand même un peu le poids parce que ça enlève de l'air. Voilà. Bah, Ah oui, oui, bah. Donc ça réduit de manière Mais substantielle. moi j'ai une question. Comment on fait le retour si on trouve pas d'aspirateur? Mais il faut partir avec son aspirateur. Bah, Bah, oui, tu vas dans un endroit où il y a un Bonne aspirateur. question. ouais. Bonne question, je ne sais pas du tout. Je sais pas. C'est fait pour, c'est une technique C'est qui chiant, est quand faite même. pour l'aller. Non, mais normalement, c'est une technique qui est faite pour stocker, pour ranger. Oui, c'est ça, Oui. c'est rangement chez Ok. toi, je pense. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Lauriane, Très pour cette chronique super intéressante. En tout cas, ça donne envie de voyager. Il commence à faire beau, donc bon. L'été est encore loin, mais ce n'est pas grave. Bientôt. On passe à un autre sujet. C'est ça aussi la magie de Parlons-en, c'est qu'on passe du coq à l'âne. Complètement. C'est vrai que Non. je- Un autre sujet du coq à l'âne. Pardon, excusez-moi, Non, mais moi, Tu me non, mais je perturbes. prends, non, en Mais à expérience, l'aise. c'est exceptionnel. Je trouve que c'est une animation formidable. Ben, merci. En expérience, Donc, je voilà. le referai. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh, Donc, bah non, Une mais- expérience. On passe du coq à on l'âne. passe du coq à l'âne dans cette émission parce que n'oubliez pas, notre but c'est quand même de découvrir, de tester quand on le peut et ensuite de vous en parler. Et là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai pu tester, c'est le bébé cygne. Alors ça ne parle pas forcément à beaucoup d'entre vous, c'est la langue des signes française, mais pour les enfants, donc c'est bien particulier. Et j'ai eu la chance de interviewer Tiffaine Leroux, qui est animatrice et formatrice pour les bébés cygnes, et elle a pu répondre à toutes mes questions. Je vous passe tout de suite son interview et on revient juste après. Bonjour Tiffaine, je vous remercie d'avoir répondu favorablement pour cette interview. Tiffaine Leroux, vous êtes une jeune femme nantaise. Vous êtes très active, vous avez plusieurs activités. Et aujourd'hui, on va faire un zoom sur l'une d'entre elles, et pas des moindres, en tout cas pour moi, hein, le bébé cygne. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le bébé cygne et la différence entre la LSF, donc la langue des signes française, et le bébé cygne? Alors, la langue des signes française, donc la LSF, c'est une langue à part entière, qui a son histoire, qui a sa culture, c'est la langue des sourds, signants. Et surtout, cette langue-là, elle ne se construit pas du tout comme le français. Elle a sa propre syntaxe, sa propre grammaire, sa propre conjugaison, donc on ne peut pas la comparer au français, par exemple, puisque c'est une langue à part entière qui est reconnue depuis 2005. Alors que le bébé signe, qu'on peut aussi appeler signe associé à la parole, communication gestuelle associée à la parole, le bébé signe, c'est un outil de communication. Le principe du bébé signe, c'est qu'on prend des signes de la langue des signes et qu'on les met sur la parole. Ce qu'on ne peut pas faire quand on parle en langue des signes, on ne peut pas parler en même temps vu que ce n'est pas comme le français. Le bébé signe, ça va être vraiment des signes qui sont... ça va être des signes de base, par exemple des besoins essentiels de l'enfant qu'on va rajouter à la parole. Et l'objectif, c'est que l'enfant qui ne parle pas encore, alors on ne parle pas de l'enfant sourd, parce que l'enfant sourd, on ira plutôt vers la langue des signes française, par exemple. Tout dépend ce que les parents choisissent comme mode d'éducation. Mais l'idée, c'est pour l'enfant entendant qu'il puisse communiquer
grâce à ses mains avant même d'acquérir la parole. Donc c'est vraiment un outil de communication qui est transitoire et c'est pas de la langue des signes puisque c'est des signes isolés qu'on ajoute à la parole. Ouais, c'est vraiment important en effet de faire la distinction entre les deux, entre une langue et en effet un outil de communication. Je voulais savoir comment vous est venue l'idée d'apprendre puis d'enseigner le bébé signe. Alors au départ, moi je me suis formée à la langue des signes française parce que c'était la langue des signes française qui m'intéressait. J'ai fait une formation longue pour Mhm. acquérir un bon niveau de langue des signes et je me suis rendu compte que le bébé signe ça existait et j'ai toujours aimé faire de l'animation. J'en ai fait pendant 10 ans et je me suis dit bah tant qu'à faire, autant mêler ce que j'aime moi, donc la langue des signes et les langues en général, avec aussi les métiers que j'aime bien, entre autres l'animation. Et pourquoi pas avec les tout petits avec qui j'avais jamais travaillé. Donc je me suis formée au bébé signe. C'est dissociable de la langue des signes parce qu'on n'a pas besoin de connaître toute la langue des signes pour se former au bébé signe, pas du tout, D'accord. vu que c'est des signes isolés. Et ensuite, en 2018, je me suis lancée parce que ça me plaisait finalement et j'ai compris que c'était vraiment extrêmement utile pour les enfants. Alors pas tous, mais il y en a plein qui s'en saisissent quand même. Ok, super. Bah, vous avez répondu à une autre question, c'est que du coup, on n'a pas besoin absolument de connaître, de se former à la langue des signes française pour apprendre le bébé signe. En fait, c'est plutôt accessible à tous, quoi. C'est accessible à tous, il n'y a pas besoin de connaître la langue des signes et ça c'est important. Et en fait, quand on apprend le bébé signe, on n'apprend pas la langue des signes à part entière. Mm. Par contre, moi quand je propose mes formations avec des professionnels ou des parents par exemple, la première chose que je fais, c'est de leur apprendre d'où ça vient, comment ça a été créé et comme c'est des signes issus de la langue des signes française, d'où viennent ces signes-là, quelle est leur histoire aussi, quelle est la culture sourde un petit peu pour Ouais. que ce soit quand même, qu'on puisse respecter la langue des signes dans les signes qu'on va épuiser et respecter la communauté sourde aussi, tant qu'à faire. Bien sûr. C'est le minimum. Oui, parce que c'est vrai que même si on tire certains mots de la langue des signes française pour en faire du bébé signe, il y a quand même une base, il y a une histoire, et je crois savoir aussi qu'il y a des mémotechniques qui aident aussi à mémoriser les signes. Donc c'est important en effet que ceux à qui vous l'enseignez savent d'où ça vient. Je sais aussi qu'il y a pas mal de... Alors c'est pas des mimiques, mais on doit être très expressif du visage. Alors, je sais pas si on l'est autant avec le bébé signe. Si on l'est autant, en fait, dans la langue des signes et dans tous les signes qu'on peut utiliser, il y a 5 paramètres. Il y a la forme de la main, il y a l'emplacement du signe, il va y avoir l'orientation de la main, si la paume elle est vers nous, elle est vers devant, etc. D'accord. Le mouvement, est-ce qu'on va secouer ou est-ce qu'on va tourner, est-ce qu'on va aller de haut en bas. Et le dernier paramètre, c'est l'expression du visage. Et si on enlève un de ces paramètres-là, le signe, il peut vouloir dire complètement autre chose. Donc on est obligé de les respecter et on ne peut pas inventer comme ça, tiens, et si je changeais de signe-là pour qu'il soit plus joli? Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'expression du visage, elle est tout aussi importante dans la langue des signes ou dans le bébé signe. Mais ce qu'on a oublié, nous, c'est que en tant qu'adulte entendant, on a appris à cacher nos émotions de plus en plus, à cacher nos émotions dans notre voix aussi. Et finalement, c'est pas toujours si facile que ça de les montrer, de dire qu'on aime quelque chose avec le sourire ou de dire juste j'aime sans expressivité sur le visage. C'est dommage, donc ça réapprend à faire un peu de gymnastique du visage et à montrer ses émotions aussi. Oui, complètement. Et puis, il y a un exemple qui m'est venu quand vous avez dit oui, quand on ne connaît pas la langue des signes à la base et qu'on a envie un peu de changer la manière de faire ou de l'enjoliver. Il y a un exemple très concret, c'est chocolat et le mot nu. Par exemple, C'est ça. voilà. Le chocolat en spot, C'est ça. si on fait qu'une fois, ça veut dire tout nu. Si on veut éviter aussi d'avoir des petits soucis, imaginons on utilise nos signes qu'on a appris en bébé signe avec des personnes sourdes, vu que c'est les mêmes signes, on peut se le permettre et ça peut être une ouverture aussi. Mieux vaut pas commencer par dire tout nu, quoi. Oui. Je veux être tout nu au lieu de je veux du chocolat, ça ne donne pas de effet à la fin. Exactement, parce qu'un gâteau au chocolat et un gâteau tout nu, c'est quand même pas pareil. C'est ça. Du coup, alors,
on l'a déjà abordé, hein, le fait que le bébé signe, c'est un outil de communication. Est-ce que vous l'avez vu auprès des adultes qui entourent en fait l'enfant et qui participent à son développement, à son éducation? Est-ce que vous avez vu cette utilité de l'utilisation de ces signes entre les adultes et l'enfant, justement pour communiquer? Alors l'utilité, elle est vraiment des deux côtés. C'est pas juste un ou juste l'autre parce que c'est vraiment un outil de communication. C'est le but quand même de communiquer. D'un côté, il y a l'enfant, il va avoir pas mal, s'il saisit de l'outil, parce qu'il faut se rappeler que c'est un outil un peu comme un bonus qu'on va proposer à l'enfant et parfois il s'en saisit pas, hein. Mais d'un côté, l'enfant, eh ben déjà, il va réussir à s'exprimer autrement que par des pleurs. Alors, il faut imaginer que de l'autre côté, le parent, il est quand même assez content d'avoir autre chose que des pleurs et finalement d'avoir un signe qui a du sens. Si l'enfant veut encore du chocolat, on le saura au lieu qu'il pleure. Donc ça, c'est la première chose. C'est un outil aussi qui est bienveillant et qui va enrichir la relation entre l'adulte et l'enfant parce qu'il faut vraiment porter attention à ce que l'enfant fait. Non pas qu'on ne le fait pas habituellement, hein, mais ça rajoute encore plus ce lien. Et ça débloque pas mal de frustration aussi, autant du côté adulte que du côté enfant au niveau de la compréhension. Et ça, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne bien et je le vois au quotidien. Et est-ce que du coup, est-ce que ça a un impact sur l'apprentissage de la langue française orale? Est-ce que ça aide l'enfant à apprendre sa langue maternelle? Est-ce que ça retarde? Est-ce que ça accélère? Ou est-ce qu'il n'y a aucune incidence sur son apprentissage de la langue orale? Alors, il n'y a aucune incidence. Aucune incidence, tout simplement parce que quand on va faire du bébé signe, on va toujours parler. On va jamais signer sans parler. Donc l'objectif, c'est quand même que l'enfant puisse s'exprimer à l'oral, mais on sait bien que c'est pas le premier truc qui vient de parler. Ça va être d'abord pointer du doigt, faire des coucous, etc. Donc ça, on peut l'enrichir jusqu'à ce qu'il soit capable de parler. Ça va pas empêcher l'apprentissage, on parle toujours. Toujours, toujours, toujours. Et l'enfant, il n'est pas flemmard. L'enfant a envie de parler, a envie de faire comme les autres. C'est comme ça qu'il va apprendre à marcher, qu'il va apprendre à monter sur une chaise. Il va faire du mimétisme finalement. Donc si l'adulte dans son entourage il parle, il n'y a aucun risque que lui ça lui retarde le langage. S'il y a un enfant qui pratique le bébé signe et qui a un retard de langage, probablement qu'il y aurait eu un retard de langage sans le bébé signe en fait. Ça vient pas de là. D'accord. Je pose la question parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, hein, des personnes qui connaissent pas du tout et qui se disent bah oui, mais du coup, ça va lui enlever la parole, il va avoir la flemme d'apprendre à parler, alors qu'en fait, je pense qu'il y a quand même une part d'inné. Et en effet, ils sont beaucoup dans le mimétisme. Et donc, si on ne s'arrête jamais de parler en alliant notre parole au geste, ça peut juste faciliter, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, ça facilite la communication entre les deux, en fait. Oui, c'est exactement ça. Alors, on va rentrer dans un autre sujet. Vous proposez une formation en ligne pour transmettre votre savoir, tout ce que vous avez appris. Vous avez du coup créé un outil qui est divisé en 4 ateliers. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus et me dire quelles sont les cibles de votre formation? Alors déjà, c'est pas vraiment une formation. On va dire que c'est plutôt la même chose que je pourrais proposer sur le terrain des ateliers avec des parents et des enfants, sauf que avec le confinement, on a bien remarqué que tout le monde n'a pas forcément envie de se déplacer, n'a pas forcément le temps, on n'est pas tous au même endroit, donc Internet c'est quand même un outil qui est assez facilitateur aussi de transmission. Donc moi j'ai décidé de faire ces ateliers-là que je faisais en présentiel et que je fais toujours en présentiel, mais de les proposer aussi en ligne. Donc c'est pas une formation à part entière, c'est plutôt un apprentissage ludique qui ne délivre pas de certificat. Ça, faut se le dire. À qui ça va être destiné? Ça peut être destiné à des professionnels qui s'intéressent à l'outil et qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie d'apprendre des signes quand même, à savoir que ça leur donne pas un diplôme en fait de bébé signe. Ça, j'en propose, mais ultérieurement, en tout cas pas avec cet outil-là. Et ça peut être des parents, des adultes,
en fait, c'est un peu pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde, sachant qu'il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit avant. J'introduis tout petit à petit avec autant des comptines que des lectures d'histoire, exactement comme je le ferais en présentiel, si on peut dire ça comme ça, avec des parents et des enfants autour de moi. Ok, d'accord, bah, super. Et du coup, quel retour vous avez eu des adultes qui ont expérimenté le babysitting avec leurs enfants? Ils sont souvent très ravis. Ils sont soulagés aussi de pouvoir avoir cet outil-là qui se met en place. Alors moi, je le vois chaque semaine en fait avec un enfant dont je m'occupe et dont les parents ont introduit le babysitting. Dire que c'est un enfant qui peut être capricieux, comme beaucoup d'enfants, hein, qui peut s'exprimer de diverses façons, en hurlant, en criant, en pleurant, comme tout enfant. Et depuis qu'il arrive à signer, alors il signe peut-être 10 signes, Ouais. et bien vraiment la relation avec les parents, elle s'est apaisée et les parents, ils sont franchement ravis parce que ils savent même quand lui, l'enfant, il a 19 mois actuellement, quand il parle de la grande sœur, quand il voit les poules dans le jardin, quand il veut plus manger, les parents là-dessus, ils sont vraiment satisfaits de cet outil-là. Super. Et du coup, qu'est-ce que vous répondriez aux personnes qui disent bah, le babysitting, c'est encore une nouvelle mode, on y arrivait très bien avant que ça existe, quoi. Alors, c'est vrai, on y arrivait très bien avant que ça existe, mais pourquoi pas se faciliter la vie quand on a cette possibilité-là? Et puis c'est pas vraiment une mode parce que ça existe quand même depuis les années 90. C'est pas qu'on en parle, enfin, c'est pas parce qu'on en parle plus maintenant que ça n'existe pas. C'est juste qu'on en parlait moins et que c'était moins diffusé, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet et avec tous les outils qui sont mis à notre disposition, on en voit beaucoup plus parler. Et c'est un petit peu comme les algorithmes qui nous ciblent à fond quand on s'intéresse à quelque chose, on en voit partout. Ouais, Donc, potentiellement, il n'y a rien de plus qu'il y a 5 ans. Hein. Il y a oui, peut-être plus oui, de c'est sûr. professionnels. Ouais. Et entre-temps, les enfants ont grandi, donc c'est pas plus une mode qu'avant. Alors, moi personnellement, je suis convaincue. Mais pour les personnes qui nous regarderaient et qui seraient encore un petit peu réticents, qui se poseraient encore quelques questions sur le babysitting et sa mise en pratique, en quelques mots, qu'est-ce on pourrait leur dire pour les rassurer et les convaincre qu'en fait, c'est quand même un très bel outil. Déjà, c'est un outil qui. C'est une porte à l'ouverture culturelle aussi, parce qu'on peut en apprendre plus sur la culture sourde en fonction des personnes avec qui on se forme. Et c'est pas du temps perdu, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une communauté sourde qui existe. Alors, même si on va pas faire de belles phrases, si c'est pas notre objectif, on saura même dire bonjour, s'il te plaît, merci. Et même si notre enfant ne s'en saisit pas, nous, en tant qu'adultes, on peut s'en saisir et que ce soit utile en termes d'accessibilité au quotidien. Ça, c'est important. Et puis, c'est un bonus pour l'enfant. Il y a plein de pédagogies qui sont mises en place actuellement, on en entend partout, la pédagogie bienveillante, Montessori, etc. Ça, c'est des pédagogies aussi, on a le droit de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir, à nous de trouver les points positifs qu'on veut apporter à l'enfant. Il n'y a jamais rien d'obligatoire, en tout cas, moi, je vois au quotidien que ça aide beaucoup de familles, que ce soit des enfants entendants, mais aussi des enfants qui ont des troubles du langage, c'est-à-dire qu'en maternelle, ça peut être utilisé et ça peut soutenir l'apprentissage du langage de la langue française. Donc en soi, moi j'y vois pas de négatif. Et ce que je dis souvent aux parents, c'est au pire l'enfant s'en saisit pas. Mais vous avez quand même appris quelque chose et vous êtes quand même ouvert à une nouvelle culture aussi, un tout petit bout de la culture sourde qui, attention, faut la respecter à part entière. Mais c'est une ouverture d'esprit et c'est un outil qui est vraiment pratique. Est-ce que, Tiffaine, vous pourriez nous rappeler vos réseaux sociaux, si vous avez un site internet, Insta, Facebook? On le remettra de toute façon dans l'émission, mais est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on me retrouve un peu partout. Je suis autant sur LinkedIn que sur Instagram, que sur Facebook, que sur TikTok. Sur LinkedIn, c'est Tiffaine Leroux. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais sur tous les autres réseaux sociaux, c'est Tiffaine LER.
J'avais choisi de raccourcir mon nom de famille et ma tête, on la voit clairement. C'est plein de couleurs. C'est ma façon d'être aussi, d'être assez positive. Et là-dessus, après, au niveau des contenus, c'est un petit peu tous les mêmes en fonction des réseaux, mais ça touche pas les mêmes personnes parce qu'on n'aime pas tous Facebook, on n'aime pas tous TikTok, on n'aime pas tous Instagram. Donc comme ça permet à chacun de prendre ce qu'il veut. Et à chaque fois, mon site internet, alors, c'est tiffanyleroux.podia.com, mais de toute façon, il est mis en lien sur chacun de mes réseaux sociaux, donc on le trouve facilement. Ok, super. Ben, merci beaucoup Tiffaine d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un vrai plaisir. J'espère, téléspectateurs, que vous en aurez appris aujourd'hui autant que moi et que ça vous donnera peut-être l'envie de vous y mettre. Merci beaucoup Tiffaine. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. Merci beaucoup encore à Tiffaine Leroux d'avoir répondu à nos questions. Je ne sais pas si ça vous parle autour de la table, moi en tout cas beaucoup, et j'aime beaucoup la langue des signes, et donc le bébé signe c'était quelque chose d'évident pour moi à mettre en place. Et puis je ne sais pas, peut-être qu'un jour vous testerez quand vous aurez des enfants. Vous en avez peut-être, hein, je suis peut-être pas au courant, mais je ne crois pas encore dit. Et sans plus attendre, nous allons passer à l'instant gastronomie. Allez, Et là, je suis là pour ça, n'est-ce pas? et là, Yannick se réveille. Parce que dans cette émission, on adore manger. Parce que manger, c'est bien, et que le gras, c'est la vie. Donc, du coup, quand on met les deux ensemble, je trouve ça pas mal. J'ai pas dit qu'on allait manger gras. Mais c'était Peut-être, on sait jamais. Peut-être, on sait jamais. Je laisse en tout cas la parole à Maha pour ce petit voyage culinaire. Bonjour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la gastronomie marocaine, qui est connue parmi les meilleures, qui est classée plutôt parmi les meilleures cuisines du monde. Alors, il n'est pas d'accord. Je n'ai absolument rien dit. Je n'ai On va absolument- s'embrouiller. je n'ai absolument rien dit. Je découvre. Donc sans succès dû notamment à son mélange de cuisine arabe, berbère, orientale, et sa faculté aussi de marier les saveurs, les arômes et aussi les épices, qui est important. Hein. Qui est très important, et comme on dit chez nous, un plat marocain, c'est un voyage ou c'est une invitation de tous les sens, pour tous les sens, de l'odorat, la vue, et passant par le goût aussi. Hein. C'est clair. C'est très important aussi, hein, le goût. Tout à fait. Yannick. Non, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je sais qu'au Maroc, on cuisine beaucoup avec le ras el hanout, mais Pas forcément, il y a juste un plat, et on va en parler tout à l'heure. c'est pour les gens qui ne savent pas trop cuisiner. Ne Oui, spoil c'est pas ça. sa chronique. Non, mais c'est déjà, vrai, t'as laisse-la raison, parce que moi, à chaque fois, genre, j'ai des amis français ou européens qui me disent « Ah, j'ai fait ce plat et j'ai mis de ras el hanout. » Elle est en train de... Et moi, je c'est me vide ras moi. el hanout déjà. Et ça se met pas partout, s'il vous plaît. Donc, du coup, déjà, évitez de l'utiliser et de le prononcer. Et de le prononcer. Eh ben, merci Mara. Parce que j'en ai chez moi. Donc, Bah voilà, ne mets pas partout. Donc, et aujourd'hui, je vais vous parler spécialement des entrées et des salades marocaines qui peuvent accompagner vos plats, et aussi ou constituer à elle-même un plat juste à doubler les proportions. Donc, par exemple, il y a tellement de salades et d'entrées marocaines, mais je vais vous en parler un peu des 4-5 plats qui sont connus, si je peux dire ça. Donc, on a le caviar d'aubergine, le zalouk. Zalouk. Le zalouk, j'essaierai pas de prononcer. c'est le zalouk. On a la salade de tomates et cumin. Donc, quand je dis salade de tomates, c'est salade de tomates, oignons, concombre, mais l'épice le plus important dans cette salade, c'est le cumin. On a la salade de carottes marinées. C'est mariné avec plein d'épices, et on le laisse une journée bien juste mariné. En fait,
on le cuit pas, on le mi-cuit. D'accord. Il est mi-cuit, mais il est mariné. On le marine plutôt. Et on a la salade de citrouille à la cannelle, chose qui est pas très c'est spécial. Il faut aimer. Rien qu'on a, on sait que c'est spécial. Il faut aimer. Et donc moi aujourd'hui, je vais vous parler je vais vous donner une recette, on va la voir ensemble après. C'est la salade de poivron tomate cuit. En fait, c'est une salade, plutôt une entrée de mélange de poivrons. On a les poivrons de toutes les couleurs, avec des tomates et c'est très très bon. Donc je vais vous laisser avec les ingrédients puis les étapes. Ça donne vraiment envie. Tout à fait. J'ai vraiment très envie. J'ai faim. Est-ce qu'on peut y aller du coup Non, en plus, elle a l'air vraiment simple, accessible. Oui, franchement, j'entendais très en rapide régie, aussi. je suis pas team légumes, mais c'est une bonne manière de manger des légumes, justement, ça change un petit peu. Ça avait l'air super bon et je pense qu'en la faisant, après, tu t'es régalée. D'ailleurs, je ne la vois pas sur la table, je ne sais pas pourquoi. Où est-elle Donc, merci beaucoup. J'avais quelques questions. Quelles sont pour toi les spécialités marocaines les plus connues? Alors, le couscous. Ouais, Voilà, le couscous. Après, le couscous, on le mange partout, mais chez nous, c'est le couscous 7 légumes. On met pas de boulettes de viande hachée, on met pas de merguez. C'est un couscous une seule viande. Alors, l'agneau au poulet. C'est rare où on met le poulet. On a le tagine. Le tagine, c'est tellement... il y a tellement de sortes de tagines chez nous. Donc il y a le tagine légumes, le tagine poulet olive, le tagine agneau pruneau, le tagine foie, le tagine boulette viande hachée œuf. T'aimes pas le foie j'aime pas le foie. Moi j'avais jamais entendu. Franchement, mon mari il a jamais aimé le foie. Il a jamais goûté. Le jour où on s'est mis ensemble, je lui ai dit vas-y, tente le truc. Et là, il adore. C'est parce que c'est cuisiné de voilà, je pense que c'est la façon qui donne envie. Du coup, Marie de Maha, qui avait fait semblant d'aimer son couscous. Tu peux le dire avec. C'est bon. Donc, il y a le tagine boulet de viande hachée aussi. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. De sorte. Après, il y a... Pardon. Et oui, je voulais savoir quel était le plat le plus consommé au Maroc. Est-ce que la liste... Ce sera les tagines, je pense. C'est les tagines? Les tagines, ouais. Il y a tellement de sortes que les gens, ils mangent ça. Tu peux faire facile toute la semaine. Oui, voilà, c'est ça. Toute la semaine, t'as 7 tagines, d'accord. Tu peux J'en ai jamais cuisiné, mais après, est-ce qu'il faut pas être équipé justement pour faire un tagine? Parce que c'est... c'est ce qu'ils disent les gens. Ils disent, moi, j'ai fait un tagine poulet olive, mais il le fait dans une marmite. Mais en vrai, il faut bien... Voilà, ça n'a pas le même goût parce que c'est pas la même matière. C'est la terre cuite. Voilà, c'est la terre cuite. Donc ça donne son petit goût, mais ça reste un tagine, quoi. Et ma dernière question, c'est quelle est l'épice la plus utilisée du coup dans la cuisine marocaine? Bonne question. Je dirais personnellement, oups, pardon. J'étais à fond. Je dirais le cumin. Ah ouais, le cumin. Ouais, je dirais le cumin. Ok. Ça se met pas partout, mais
C'est une bonne épice. C'est une épice marocaine, je pense. Je dirais le cumin. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous mangez le plus souvent On mange tous, je pense, de la cuisine marocaine, Lauriane. Franchement, le couscous. Ouais, le le couscous. ouais. Moi aussi, je crois que c'est le plus. Mais alors pourquoi on dit couscous ou tagine, c'est la même chose? Non. Et du coup, tagine, je crois quelle qu'il y a est la pas de différence semoule, entre l'un et l'autre? je sais pas. Je sais pas, je me suis toujours Le posé cette couscous, question. en fait, le couscous, c'est le plat. Le plat, la semoule, les légumes et tout, c'est le couscous. Et le tagine, c'est le plat, Voilà, mais c'est le plat, mais Sans rien rien dedans. dedans. Et oui, parce que je me rappelle avoir vu un film où la personne parlait de je veux mon tagine, je veux mon tagine, je veux mon tagine. Je dis mais pourquoi on lui ramène un plat à chaque fois? J'ai Ouais. découvert comme ça que le tagine c'était Ouais. un plat. Oui, c'est un Jonathan, plat. est-ce que toi tu aimes la cuisine marocaine? T'inquiète pas, Maha ne te tapera pas. Non, Je pense pas. J'ai déjà mangé chez des amis marocains. Ouais. Déjà, c'est très spécial parce qu'ils mangent tous dans la même assiette. Oui, c'est Ah vrai. oui, c'est vrai, c'est ça. vrai. C'est une autre façon de manger, on va dire. C'est Ouais, oui, c'est oui. convivial. Je veux dire, on partage le même goût. Et vous aviez mangé Les mêmes bactéries aussi. et vous aviez mangé avec la main, les mains, comme ça, Non, comme ça, avec les doigts, comme ça, non? Non, quand même pas D'accord. avec les doigts. Non. Et pour cette fois, en plus, on avait mangé du poulet avec du couscous et c'était assez Moi, bon. ça devait être bon. Ouais, c'est bon. On n'a pas entendu poulet couscous, hein? On n'a pas entendu Si, ça. si, c'était rare. C'est couscous. ou En fait, agneau. c'est soit avec de la viande rouge, agneau, bœuf, Ah oui, eh oui, ça, veau c'est le meilleur. ou poulet. En Mais, fait, c'est que ici en France qu'on fait genre exactement. des Boulettes, trucs merguez. avec- Ah, Viande. Ça, ça Non, existe pas. trop de Il n'y a pas de merguez? Non, il n'y a pas de merguez. Et moi, à chaque fois, quand j'invite et je fais un couscous, Les gens sont les déçus. petits, voilà, j'allais dire les petits français, mais Les petits français. Je ne Mais- serais pas déçu si jamais tu ne mets pas de... bah, du coup, De les merguez. Français, ils me disent ah bah, il n'y a pas de merguez. Ouais. Ah, bah, C'est c'est vrai vrai. qu'on est Hein. habitué Ouais, y a pas- à ouais, c'est ça. vrai. On remixe tout à notre sauce. Ouais. Non Oui, mais c'est t'inquiète ça. pas, comme je disais, nous on sera pas déçus hein, si tu n'en mets pas de... Avec Ah oui. plaisir. Parce que ça veut, Ouais, Si ça tu n'en veut mets dire pas dans ton envie couscous, couscous végétarien on sera pour pas... Non, mais pas- on sera pas déçus. On sera pas déçus, pas de souci. Moi, à titre perso, je serais pas déçu. Eh bien, J'ai toujours du poulet dans ma voiture, moi. de toute façon. c'est cool, C'est très important à cool. savoir. C'est cool. C'est bon, On est ravis. Merci beaucoup en tout cas pour cette émission parce que oui, en fait c'est la fin parce qu'à un Déjà moment il va falloir se quitter mais tout à fait. Oh, c'est dommage, hein, t'es Bah oui, triste. c'est dommage. Ouais. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. C'est intéressant. Oui, c'était super intéressant, très enrichissant. On dormira tous moins bêtes ce soir, je le pense. Non pas qu'aucune insulte, hein, on s'entend. Mais merci beaucoup pour votre participation, Jonathan. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Mais comme pour toutes les autres chroniques, hein, pour celle de Lauriane, de Maha, c'était super intéressant, une émission encore très riche. Ouais, je suis Merci à Yannick pour ta Avec participation. plaisir. Moi, j'ai retenu, en tout cas, et c'est ce que je vais faire dans les semaines à venir. Je vais voyager à la CNIL en mangeant un bon couscous. Voilà, je vais faire ça. Sans merguez. Sans merguez. Sans C'est bien. Concernant l'émission, eh bien, je vous retrouve pour la prochaine dans peu de temps. Vous pouvez retrouver toutes les informations de Parlons-en. Je sais pas pourquoi je... Non, peut-être elle a des spasmes, je sais pas ce qui se passe. Elle conclut son émission, elle fait des gestes. Non, mais tout va bien. Tu préférais Je celui-là pensais que tu voulais me dire un truc. C'est pour ça que. Voilà. Elle s'envole. Pas de soucis, pas de soucis. Donc, vous pouvez retrouver Parlons-en sur Facebook, donc Parlons-en l'émission, mais aussi sur Insta. Et sinon, vous pouvez suivre toutes les actualités sur www.gfm-du6media.fr et notamment sur nos nombreuses pages, parce que toutes nos émissions radio ou télé ont des pages Facebook, et puis notre Insta rassemble le tout. Donc, de toute façon, si vous voulez nous trouver, vous pouvez pas nous rater. Et moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. À très bientôt.